international. Vous êtes également président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci de venir sur ce plateau pour commenter les émeutes qui secouent actuellement la Tunisie et l'Algérie avec des suicides, des morts. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, voilà, on voit les émeutes à l'écran. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des étincelles, des événements presque mineurs qui ont déclenché ces émeutes. On sait qu'en Tunisie, eh bien, ce sont des policiers qui ont saisi un étal de fruits et légumes d'un jeune homme qui, du coup, s'est immolé. Hein, il est mort cette semaine. Et puis la même chose en Algérie, c'est, dit-on, la hausse du prix du sucre qui aurait déclenché ces émeutes. Donc, on voit bien que c'est la colère grondée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens se révoltent? Est-ce qu'il, tout simplement, on est en Tunisie par exemple, dans une dictature, et voilà, ça éclate, les gens se révoltent pour la liberté? Je crois que le feu couvait sous la cendre déjà depuis assez longtemps, et l'interrogation qu'on peut avoir, c'est pourquoi ça ne s'est pas produit plus tôt à la limite. Il faut quand même savoir que la Tunisie est effectivement un pays absolument dictatorial, un pays policier, quadrillé par la police, un pays où le harcèlement des opposants, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des avocats est constant. Et donc, toutes les voix sont étouffées en Tunisie. Donc, il y a cet aspect. Mais alors, je crois que le déclencheur, là, est finalement autre. Ce que ne supportent plus, me semble-t-il, les Tunisiens, et c'est peut-être la goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase, c'est les inégalités économiques et sociales, et pire encore, la corruption. La corruption du clan au pouvoir. C'est ce que j'allais vous dire. Et je crois que c'est ça qui n'est plus supporté principalement et qui a été l'élément déclencheur. Il y a de l'argent dans ces pays, il y a de la croissance, 5% de croissance en Tunisie, 4% en Algérie, il y a l'argent du pétrole qui tombe. Donc elle est mal partagée cette croissance? Vous parliez à l'instant de corruption. Bien sûr. Bien sûr, ce sont des pays qui sont riches. Si l'on prend la Tunisie, d'ailleurs, elle joue sur cette image de pays en développement, de pays libéral, ce qui fait plaisir aux démocraties occidentales. Hein. Disons, c'est un pays qui sur le plan économique, nous rejoint. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une toute petite frange de la population, les privilégiés, qui bénéficient de ces richesses. Et que le reste de la population, la majorité des gens, se retrouvent finalement marginalisés. La classe moyenne s'appauvrit actuellement en Tunisie, alors que pendant un temps, c'est vrai qu'elle évoluait plutôt favorablement. Les jeunes ne voient un avenir bouché, ils sont diplômés, ne trouvent pas d'emploi. Voilà, c'est que plus on est diplômé, moins on trouve d'emploi. Parce qu'au fond, la Tunisie a développé son économie sur le pas cher, sur le low cost. Et donc, si on arrive avec son diplôme, on n'intéresse personne. Parce qu'on ne répond pas à la structure de l'économie tunisienne. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ce qui est quand même le révélateur, c'est le suicide. Enfin, ce jeune qui s'est immolé par le feu, qui était vendeur de fruits et légumes, mais qui était lui-même un diplômé et qui n'avait pas trouvé. Enfin, il avait un bagage sur le plan scolaire qui lui permettait de faire autre chose que de vendre des fruits et légumes. Et on voit là tout ce paradoxe. Et ils ne peuvent pas venir en France, ils ne peuvent pas aller exercer leur talent à l'étranger, non? Ils en rêvent souvent. Ouais. Ils en rêvent, mais on sait que la France et d'autres pays aujourd'hui ne sont pas forcément des pays d'ouverture et d'accueil des étrangers. Ils en rêvent malgré, c'est ce que je vais vous demander, ces images terribles des banlieues, dans nos banlieues, où l'on voit tous ces enfants d'immigrés, souvent du Maghreb, avec des taux de chômage épouvantables, d'ailleurs souvent pires qu'en Tunisie ou en Algérie. Ça n'a pas écorné l'image, le rêve de la France? Ça peut avoir écorné un peu, mais d'une part, ils peuvent rêver d'autres pays. Beaucoup maintenant rêvent. Si je pense, oui, Tunisie, mais les Algériens en particulier, les jeunes Algériens rêvent beaucoup des États-Unis. Hein. Donc peut-être l'image de la France est écornée, ça c'est vrai, mais pas suffisamment. Et en tout cas, ils pensent encore que c'est beaucoup mieux ou bien moins pire que dans leur pays. En tous les cas, donc on a une jeunesse qui aspire, vous le disiez, à la liberté. Je vous propose d'écouter cet étudiant tunisien qui est à Paris. Il est aujourd'hui président de l'un des mouvements d'opposition. Alors évidemment, rien n'est officiel de ce mouvement d'opposition Virsa. C'est un document européen. Ce pays, depuis plusieurs années, s'est construit pour une caste qui a accumulé des richesses, qui nous a laissés dans la pauvreté et dans la misère. Les gens ont franchi la barrière psychologique de la peur et savent maintenant que c'est possible et qu'ils peuvent le refaire plus fréquemment, plus fort. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est de construire la force politique qui pourra faire accéder le peuple au pouvoir. Ce qui se passe en ce moment, ça n'est pas anodin. La peur est partie. On est face à un mouvement. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut comparer avec ce grand vent de révolte et de liberté qui a soufflé il y a 20 ans dans les pays d'Europe centrale et qui a amené la démocratie? Est-ce qu'il peut se passer ça au Maghreb?
Ça peut peut-être se passer, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là, je pense. On est quand même sur des prémices. C'est incertain aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est un mouvement qui va perdurer? Est-ce qu'il va être tout de suite éliminé par une réaction violente de la part du pouvoir? L'armée peut débarquer, on peut avoir un durcissement. C'est un pays très policier. Il faut savoir qu'il y a un policier sur 100 habitants en Tunisie. Je crois que c'est un record et le pays est quadrillé. Même les touristes maintenant se rendent compte qu'ils peuvent difficilement aller en Tunisie sans être surveillés. Donc la réaction peut être assez violente. L'autre aspect, c'est que je pense, et ça c'est l'aspect positif, c'est que le pays est en train de surmonter sa peur. Car il est vrai qu'en Tunisie, les Tunisiens ont peur, car ils savent que dès lors qu'ils élèvent une voix discordante, on peut s'attaquer à leur famille, à leur emploi, ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent même être torturés. On a obtenu d'ailleurs en France une condamnation d'un ex-consul tunisien pour torture. Donc les gens ont peur. Mais là aujourd'hui, on a l'impression qu'ils vont au-delà de la peur, qu'ils sont prêts à la révolte. Oui, pardon. Non, simplement ce que je voulais dire, l'autre aspect évidemment qui rend le problème un peu complexe, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui d'opposition politique structurée en Tunisie, donc on ne voit pas la solution de rechange immédiate, et c'est plutôt un mouvement qui part de la base. Mais il se peut que de ce mouvement de la base, de ce mouvement des classes populaires, voire des classes moyennes, émergent finalement des gens qui étaient dans l'opposition et qui pourraient se rassembler. Quelle est l'attitude de la France? Est-ce que Paris peut faire pression sur Tunis pour qu'il y ait un peu plus de démocratie? Juste après, il y a une émission sur la Côte d'Ivoire. On voit que la pression internationale, ça peut marcher. Enfin, elle peut être forte. Ça peut marcher. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'elle ne se soit pas mise en œuvre bien avant. C'est quand même assez scandaleux de voir que la France en particulier, mais beaucoup de pays de l'Union européenne aussi, ferment les yeux devant ce qui se passe en Tunisie, que chacun connaît. Si vous contactez les différents dirigeants des pays européens, et en particulier de la France, ils savent très très bien quelle est la véritable nature, le véritable visage dictatorial du régime tunisien. Et pour autant, ils n'ont pas bougé jusqu'à présent. Et alors, si on pose la question pourquoi, est-ce que la réponse, ça n'est pas parce qu'au fond, ça nous arrange, ces gouvernements très forts sont des remparts, ils sont très anti-islamistes, des remparts contre l'islamisation, contre Al-Qaïda, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie? Bien sûr, mais ces deux pays ont largement joué sur ce registre, hein, qui constitue un alibi, car je dis souvent, quand on analyse un peu, loin d'être un rempart, c'est plutôt un tremplin pour l'islamisme, parce que en étouffant toutes les voies démocratiques, vous ne laissez plus de place à la société civile, et donc finalement les islamistes font leur lit en sous-main de tout ce qui se passe, ils vont devenir la seule solution de rechange. Donc je crois que cela est assez grave, mais il n'empêche que cette illusion a été entretenue, et que semble-t-il, elle a convaincu un certain nombre de pays européens. Et cela, je trouve que c'est tout à fait dommage. Alors l'autre aspect, c'est quand même le business avec ces pays. Puis jusque-là, la Tunisie apparaissait comme un élément de grande stabilité. Alors on disait on ne va pas les gêner parce que si ça déstabilise le régime, si c'est pas Ben Ali, qu'est-ce que ça va être, etc. Mais ce sont de faux arguments et sur le plus long terme, je crois que c'est vraiment une profonde erreur que de ne pas dénoncer avec courage les violations des droits de l'homme en Tunisie. Émeute en Tunisie, en Algérie, est-ce que ça peut basculer au Maroc ou est-ce qu'on peut généraliser? Alors le Maroc, il se trouve que j'y suis allé il y a un mois. La situation n'est pas encore aussi évolutive, je dirais, mais il y a là aussi les mêmes germes, c'est-à-dire un pouvoir quand même très concentré, même s'il y a une marge démocratique plus grande, une vie apparente, tout au moins démocratique, plus grande au Maroc, mais vous avez quand même un pouvoir très concentré autour du roi. Là aussi, une corruption galopante et dont les Marocains commencent à se lasser, pour le moins, et des inégalités sociales absolument considérables. Il suffit d'aller à Casablanca, où vous avez les superbes villas des riches, et puis à côté, vous avez des kilomètres de bidonvilles, avec des gens qui sont des laissés pour compte de la société et qui vivent dans la misère la plus absolue. Donc là aussi, le décalage est le même. Ce sont des pays qui ont tous les moyens financiers pour permettre à leur population de vivre correctement, et qui néanmoins ne sont pas dans cet état parce qu'il y a des gens qui accaparent les richesses. Merci Patrick Baudouin d'être venu nous parler de cette situation dans les pays du Maghreb, donc que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci. Restez avec nous tout de suite. On va un peu plus au sud, en Côte d'Ivoire, où la situation est très tendue, avec 14 morts depuis le début de la semaine, plus de 14 morts. Une issue